Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des meurtres de Westport, qui est une histoire franchement assez rocambolesque d'assassinat et de trafic de cadavres qui s'est déroulée en Irlande au 19e siècle. Alors je vais pas faire durer cette introduction plus longtemps, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières comme d'habitude, et si vous êtes prêts, c'est parti! Si jamais vous entendez des bruits de clochettes pendant que je suis en train de parler à côté de moi, c'est Napoléon qui est en train de vivre sa meilleure vie, il est en train de s'éclater, il a dormi toute la journée mais évidemment à chaque fois que j'allume la caméra c'est pile le meilleur moment pour se mettre à jouer. Les deux principaux protagonistes de cette histoire s'appellent William Burke et William Eyre, et ce sont tous les deux immigrés irlandais qui sont allés en Écosse et qui se sont rencontrés à Édimbourg en 1827. La compagne de Burke, qui s'appelait Margaret, tenait une pension dans laquelle vivaient Eyre et sa compagne du nom de Helen MacDougall. Donc en gros, ils vivaient dans la même maison, il y en a certains qui étaient les propriétaires de la pension et d'autres étaient des locataires. À l'occasion du décès de mort naturelle d'un vieux locataire de la pension qui avait du retard dans ses loyers, Burke et Eyre ont décidé de voler son cadavre afin d'aller le revendre à la faculté de médecine d'Édimbourg. Là-bas, le docteur Robert Knox, qui est un éminent anatomiste écossais, leur rachète le cadavre pour la somme de 7 livres et 10 shillings, qui est une somme quand même assez conséquente pour l'époque, puisque pour vous faire à peu près une idée, ça correspond à environ 600 € actuels. Il faut savoir qu'à l'époque, la dissection des corps, elle était autorisée uniquement sur les cadavres de condamnés à mort. Or, le nombre d'exécutions était en grosse baisse depuis l'abrogation du Bloody Code, donc le code sanglant. Donc il y avait un vrai manque de cadavres disponibles et l'université d'Édimbourg, la faculté d'Édimbourg était vraiment un centre mondialement reconnu dans les sciences anatomiques et médicales. Donc finalement les anatomistes étaient assez prêts à payer pas mal cher pour trouver des cadavres disponibles et ils étaient pas très regardants sur leur provenance. Et tout ça a eu pour conséquence une véritable recrudescence du trafic de cadavres à cette époque-là. Mais voler des cadavres dans un cimetière, c'était quand même pas quelque chose de vraiment facile, ça demandait une véritable organisation puisqu'il fallait repérer un enterrement hyper frais pour pouvoir aller chercher le corps, aller creuser, sortir le cadavre, le transporter, tout ça sans se faire attraper, donc c'était quand même quelque chose de pas facile, mais certaines personnes en avaient carrément fait un business et c'est ceux qu'on appelait les résurrectionnistes. Donc c'était vraiment des voleurs de cadavres dans les cimetières, au point que c'était devenu quelque chose de tellement fréquent que les familles avaient pris l'habitude de surveiller les cimetières après qu'un de leurs proches défunts ait été enterré afin de s'assurer que personne ne viendrait voler son corps. Et les familles les plus aisées étaient carrément obligées, ou en tout cas investissaient dans soit des cercueils blindés, soit des cages à cercueils, afin d'être sûres que les personnes ne pourraient pas venir voler leurs proches. En 1828, un des locataires tombe gravement malade et à ce moment-là, Burke et Eyre, qui sont un peu appâtés par l'idée de pouvoir se faire une somme d'argent très facilement, vont prendre la décision de l'assassiner en l'asphyxiant dans son sommeil. Et après ça, Burke et Eyre n'ont plus vraiment eu de scrupules à l'idée de tuer des gens et ils se sont lancés carrément dans une grosse série de meurtres. Donc ce qu'ils faisaient en fait, c'est qu'ils choisissaient des personnes qui n'avaient pas forcément trop de famille, en tout cas que les gens n'allaient pas trop réclamés. Donc c'était soit des SDF, soit des prostituées. Donc il les repérait dans la rue, il les faisait énormément boire jusqu'à ce qu'ils soient quasiment inconscients, puis il les ramenait à la pension et il les étouffait avec une technique très particulière, donc ça c'est Burke qui s'occupait de le faire.
Il les étouffait en leur bouchant le nez et la bouche et en appuyant très fort sur leur thorax de manière à vraiment les asphyxier. Et ça c'est une technique très particulière qui va permettre de tuer quelqu'un sans ni l'étrangler ni qu'il y ait des effusions de sang. Donc ça permet de garder le corps en très bon état et donc du coup de toucher un peu plus d'argent grâce au cadavre qui sera en parfait état. Et cette technique-là est désormais nommée le burking, justement en référence aux assassinats perpétrés par William Burke. Ensuite, les deux hommes plaçaient le cadavre de leur victime dans une boîte à thé et ils le transportaient assez discrètement dans Édimbourg pour l'amener jusqu'au docteur Knox qui leur achetait ces cadavres entre 7 et 10 livres en fonction de l'état du cadavre. Cette série de meurtres a duré pendant 11 mois et elle a fait 16 victimes jusqu'au jour où des locataires de la pension qui s'appelaient Anne et James Gray sont tombés sur une des victimes qui était cachée sous un lit et ont pu aller prévenir la police de ce qui était en train de se passer dans la pension. À ce moment-là, les deux couples sont arrêtés, donc William et Margaret Hare, ainsi que William Burke et Helen McDougall. Et la presse est avertie, l'opinion publique est extrêmement choquée, ça fait un énorme scandale. Le docteur Knox, lui, il va être interrogé par la police, mais il ne sera pas arrêté et pas inquiété pour ce qui s'est passé, parce que techniquement, il n'était pas au courant de la provenance des cadavres, donc il n'a pas réellement commis d'infraction. Mais suite à ça, sa carrière a quand même été très largement compromise, puisque évidemment, plus personne en Écosse ne pouvait lui faire confiance. Donc il a fini par s'enfuir à Londres et il y a continué sa carrière qui s'est plutôt, ma foi, bien déroulée. Je trouve que c'est quand même assez révoltant qu'il n'ait pas été condamné à ce moment-là, parce que même s'il n'était pas officiellement au courant de ce qui se passait, je pense que c'était... Il aurait forcément dû s'en douter, et d'ailleurs je pense qu'il s'en doutait parce que c'était assez impossible de pas comprendre ce qui s'était déroulé et d'où provenaient ces cadavres-là. Donc je pense vraiment qu'il était tout à fait au courant et qu'il a juste décidé de fermer les yeux parce qu'il a plus pensé à lui et à sa carrière. Et d'ailleurs je pense que c'était loin d'être le seul anatomiste à avoir recours à des voleurs de cadavres ou même à des assassins, parce que comme je vous l'ai expliqué, il y avait une véritable pénurie et les anatomistes étaient vraiment prêts à tout pour avoir des corps frais à pouvoir disséquer. Donc lui s'est plus ou moins fait attraper, en même temps il n'a pas vraiment eu de soucis, mais je pense que c'est tombé sur lui, ça aurait pu tomber sur un autre également, parce qu'à mon avis il était loin d'être le seul à avoir une éthique et une morale plus que douteuse. Mais comme des preuves incriminantes manquaient quand même un petit peu à la police, le procureur a passé un marché avec William Hare et il lui a proposé l'immunité en échange d'aveux. Donc ce dernier a finalement reconnu les meurtres, il a avoué tout ce qui s'était passé et il a désigné son complice William Burke comme étant l'auteur des meurtres. Et ce dernier a donc été jugé et reconnu coupable et pendu le 28 janvier 1829. Et cette pendaison-là, elle est devenue un véritable spectacle puisque, tenez-vous bien, il y a eu près de 25 000 spectateurs qui se sont déplacés pour voir l'exécution et un vrai marché qui s'est mis en place pour vendre des places pour permettre d'avoir en fait une bonne vue sur l'échafaud, et des personnes étaient prêtes à payer vraiment très très cher puisque certains ont payé près de 1 livre, c'est-à-dire l'équivalent de 85 € pour avoir un bon placement pour bien voir l'exécution. Et ensuite, et là c'est un peu le comble de l'ironie finalement, le corps de Burke a été disséqué en public dans un amphithéâtre de l'université de médecine d'Édimbourg par le docteur Alexandre Monro qui était le rival du docteur Knox. Et cette dissection a elle aussi attiré un énorme public et l'amphithéâtre était tellement rempli de personnes qu'il y a eu beaucoup de bousculades et ça a carrément failli virer à l'émeute. À la fin de la dissection, Monro a utilisé le sang de Burke pour écrire avec sa plume. Ceci est écrit avec le sang de William Burke qui a été pendu à Édimbourg. Le sang vient de sa tête. Le squelette de Burke, son masque mortuaire et même certains morceaux de sa peau qui ont été tannés et qui ont été utilisés pour fabriquer des objets ont ensuite été offerts à la faculté de médecine et sont exposés dans le musée du collège de médecine de Édimbourg et dans différents endroits de la ville un petit peu touristiques. Les deux femmes de Hare et Burke qui étaient complices, ainsi que William Hare lui-même qui avait reconnu quand même sa culpabilité et sa complicité dans toute cette histoire de meurtre, grâce au deal qui a été passé avec la police, ont été relâchés et William Hare s'est enfui à Londres où on a totalement perdu sa trace.
Et finalement, peu de temps après cette affaire, en 1832, le Parlement a voté une loi qui s'appelait l'Anatomy Act, qui autorisait la dissection de corps qui n'étaient pas réclamés 48 heures après le décès, de manière à essayer de limiter la pénurie de corps et enrayer le trafic de cadavres. Voilà, j'en ai terminé avec cette affaire qui était un petit peu plus courte que mes autres vidéos habituelles, mais bon, en même temps, il n'y avait pas 1000 choses à raconter. Cela dit, je la trouvais vraiment hyper intéressante. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Personnellement, j'étais déjà au courant de toutes ces histoires de vol de cadavres, mais je connaissais pas l'histoire de William Burke et William Hare, qui apparemment est vraiment très très connue au Royaume-Uni, notamment en Écosse, et qui a vraiment empreint la culture populaire en fait, donc j'avais vraiment envie de vous la partager et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine histoire, je vous fais plein de gros bisous et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3, 4.